Salut les ludos. Qui dit changement de moi dit changement de tenue. Et c'est donc au summum de l'élégance que j'accueille les joueurs régulars, les réguliers en français. Alors pour le coup, public régular, c'est pas à vous qu'on va apprendre ce que c'est qu'un jeu de société. Les jeux présentés dans les vidéos précédentes n'ont aucun secret pour vous, et potentiellement ceux de cette vidéo aussi. Vous maîtrisez globalement toutes les mécaniques élémentaires des jeux de société modernes. Le jeu est moins pour vous une curiosité qu'une pratique, avec des excursions probables dans les bars à jeux. Et on va faire l'hypothèse que vous êtes prêt à développer votre culture et votre investissement ludique, ainsi que votre sens stratégique pour des jeux avec un peu plus de profondeur. Alors j'arrête tout de suite les joueurs de l'extrême, qui doivent être de ma famille parce que je vois pas pourquoi les autres traîneraient sur la Ludo de Lolo. Je ne vais pas parler de jeux experts, je vais me contenter de jeux dits initiés. Même salle, même ambiance, on va déjà explorer une sélection de 15 jeux de ma ludothèque, cette fois rangés par ordre de profondeur stratégique, du plus light au plus fumage de tête. Puis je vous ferai des recommandations sur d'autres classiques du genre, et on ira voir ce qu'il y a de nouveau sous le soleil en ce deuxième semestre 2024. Allez, c'est parti. Mon numéro 15, c'est Planet Unknown, déjà vu sur la chaîne en début d'année. Vous allez terraformer votre planète en jouant à Tetris avec des polyomino. Le but du jeu, compléter le maximum de lignes et de colonnes en évitant les météorites qui vont annuler le scoring des rangées dans lesquelles elles se trouvent. La mécanique de jeu consiste à chaque tour à piocher un polyomino d'un distributeur tournant à l'emplacement réservé par le joueur actif. En posant ce polyomino sur la planète, on peut malencontreusement attirer des météorites, mais surtout augmenter ses jauges de couleurs qui vont rapporter des libérations de contraintes ou des bonus, dont des rovers capables de collecter les ressources de la planète ou des météorites. Si on y ajoute des objectifs à atteindre communs avec ses voisins, on a là un jeu parfait pour entrer dans la stratégie et se décomplexer face au matériel foisonnant. Rien à voir ni dans la mécanique ni dans la complexité avec Terraforming Mars, réservé aux joueurs experts. On est là sur une prise en main facile pour des régulars. Mon numéro 14, c'est Harmony, que je vous ai déjà présenté cet été. Vous allez devoir réaliser un paysage en 3D avec de jolies tuiles colorées qui correspondent à des types de terrains et des conditions spécifiques de placement pour scorer. Mais l'objectif principal, c'est de réaliser des habitats d'animaux disponibles sur des cartes objectifs qu'il va falloir réserver dans le bon timing. Ces habitats sont des agencements spécifiques de tuiles que vous devrez réaliser sur votre terrain le plus de fois possible pour maximiser votre score. Harmony, c'est d'abord un ravissement pour les yeux et une merveille d'édition et d'illustration. Mais c'est aussi une grande satisfaction de manipulation et de création de votre terrain que vous allez voir s'étendre et grandir à vue d'œil. Mais c'est surtout un challenge cérébral qui demande une stratégie de placement de vos tuiles dans le bon timing pour maximiser votre score. Une pépite pour les régulars. Mon numéro 13, c'est Hit, à la une de la Ludo en avril dernier. C'est une course automobile où il va falloir arriver premier à l'issue de 2 tours de circuit. Dans Hit, la progression de la voiture est gérée par des cartes sur un principe de deck building avec une part d'aléatoire. Et c'est la vitesse sélectionnée qui va décider du nombre de cartes jouées à chaque tour. Mais le pilier stratégique du jeu, ce sont les cartes surchauffe qui vont vous permettre des accélérations fulgurantes ou d'éviter les têtes à queue en sortie de virage. Mais attention, plus vous les utilisez, plus elles pourrissent votre jeu et réduisent vos prochaines possibilités. Sauf si vous rétrogradez pour refroidir le moteur, au risque de se faire dépasser. Dans Hit, on retrouve les sensations de la course automobile et on se tire la bourre avec les autres coureurs sur le plateau comme sur la piste. Et si vous voulez l'emporter, il va falloir se ménager sur la durée totale de la course. La boîte de base contient des règles et du matériel supplémentaire pour plus de challenge, mais l'extension Heavy Rain, sortie cette année, peut vous envoyer en aquaplaning. Mon numéro 12, c'est les petites bourgades. Vous êtes le maire d'un village qui va devoir l'agencer pour optimiser le fonctionnement de ses bâtiments entre eux. Sur un carré de 4 cases sur 4 cases qui représente votre village, vous allez poser des cubes de couleurs qui représentent des ressources jusqu'à les combiner pour former un bâtiment, libérant ainsi la place qu'elles occupaient. Les conditions de scoring des bâtiments dépendent de leur agencement et sont indiquées sur des cartes au centre du jeu qui sont renouvelables à chaque partie pour plus de rejouabilité. Chaque joueur peut également construire un monument unique, mais amenant un bonus de scoring non négligeable. C'est le joueur actif qui, à son tour, va décider de la ressource que devront poser tous les joueurs sur leur plateau. Autant dire qu'au fur et à mesure de la partie, quand la place sera raréfie, le choix de la ressource qui handicape le plus d'adversaires va s'imposer. Les petites bourgades, ça a longtemps été un jeu de ma pile de la honte. Vous savez, ces jeux qu'on ne sort jamais. Jusqu'à une soirée jeu récente, où j'ai découvert avec plaisir son potentiel de tension, de fun et de stratégie, pour des parties rapides et nerveuses et faciles à enchaîner. Mon numéro 11, c'est Challenger.
Challenger, ça pourrait s'apparenter à un simple tournoi de bataille si on passait complètement à côté de la profondeur du jeu. Le principe inédit du jeu, tous les joueurs vont s'affronter 2 à 2, soit 7 manches simultanées de tournoi dans sa configuration maximum à 8 joueurs, autour d'un tapis de jeu, chacun disposant d'un deck de cartes. La règle du jeu, à son tour, un joueur doit poser autant de cartes de son deck tirées au hasard jusqu'à ce que leur somme dépasse la valeur de la dernière carte jouée par l'adversaire. Quand il y parvient, l'adversaire doit alors déplacer ses cartes sur son banc et c'est à lui de jouer. Dès qu'un des joueurs n'a plus de place sur son banc pour y mettre une carte, son adversaire est déclaré vainqueur de la manche et remporte des points de victoire. Alors si je vous dis que chaque joueur part avec exactement le même deck de départ et qu'il ne peut poser les cartes qu'au fur et à mesure où il les tire de son deck sans les choisir, vous allez vous demander très justement si on n'est pas là face à un jeu de hasard sans intérêt. Mais c'est sans compter ce qui se passe entre les manches. Après chaque affrontement, chaque joueur va pouvoir tirer de nouvelles cartes dans des paquets boostés qu'il va introduire dans son deck. Ainsi, au fur et à mesure des manches, même si les cartes restent tirées aléatoirement, le joueur va pouvoir maîtriser la composition de son deck en lui donnant même une thématique stratégie assumée selon les cartes qu'il a choisies entre les manches. Au terme des manches, on compare les points de victoire. Les 2 joueurs avec le plus de points de victoire s'affrontent en super finale avec leur deck boosté. Challenger, c'est l'équilibre entre le fun d'un jeu familial avec l'aspect tournoi complètement jouissif et l'aspect stratégique d'un deck building où les joueurs vont maîtriser la composition de leur deck, mais pas leur exécution. Un équilibre parfait pour les régulars. Mon numéro 10, c'est The Crew, en particulier sa version sous-marine, qui était déjà le numéro 10 de mon calendrier de l'Avent 2023. The Crew, c'est un jeu de plis où il va falloir non pas remporter individuellement le plus grand nombre de plis, mais plutôt collaborer afin de réaliser des missions propres à chaque joueur, mais connues de tous. Le genre de mission, gagner 2 cartes d'atout exactement, remporter plus de cartes roses que de cartes vertes, ou une seule de chaque, ne remporter aucun pli de la partie, ou au contraire, en remporter exactement 4. Pour ça, les joueurs vont devoir collaborer pour que chacun réalise sa mission, avec les règles conventionnelles des jeux de plis. 2 particularités qui amènent du sel au jeu. La première, c'est que la communication est extrêmement limitée. Elle est même limitée à ne montrer qu'une seule carte de son jeu, en indiquant si c'est la plus forte, la plus faible, ou l'unique de sa couleur. La seconde, c'est que les manches suivent un scénario qui change régulièrement les règles et en ordre croissant de difficulté. Si vous avez l'habitude des appels et contre-appels des jeux de cartes traditionnels, jamais vous n'aurez osé sortir autant de votre costume de régular. Mon numéro 9, c'est Splendor Marvel, un jeu de majorité basé sur des cartes superbement illustrées et qui était le numéro 13 de mon calendrier de l'Avent 2023. Le but va être d'amasser suffisamment de cartes pour accumuler 16 points de puissance et couvrir les 6 couleurs des gemmes de l'infini. À son tour, le joueur n'a qu'une action au choix. Récupérer des jetons de couleurs dans un stock limité, réserver une carte d'une des 3 rivières pour éviter de se la faire piquer, ou acheter une carte de la rivière ou de sa réserve en dépensant le nombre et la couleur de jetons demandés. Lorsqu'on achète une carte, celle-ci rapporte évidemment ses points de puissance, mais surtout, elle agit désormais comme un jeton de la même couleur, c'est-à-dire une ressource permanente. La gemme verte n'est disponible que sur les cartes de la rivière supérieure, celle qui contient les cartes de plus forte puissance et donc les plus chères. Splendor Marvel, comme son ancêtre Splendor dont il est dérivé, est un jeu dit à construction de moteur. Plus vous achetez de cartes, plus vous avez les moyens d'en acheter, et surtout, plus vous avez les moyens d'en acheter de plus puissantes, accélérant ainsi exponentiellement la fin de partie. Tout est dans la gestion du timing et du choix frustrant de l'unique action à chaque tour. Régular. Assemble. Mon numéro 8, c'est Dominion, qui a inventé une mécanique maintenant répandue dans le jeu de société, le deck building. On part d'une pioche de base qu'on va enrichir en fonction de sa stratégie pour monter en puissance jusqu'à la victoire. Dominion, c'est d'abord un marché de cartes réparti par type. Les cartes trésors qui vont servir de monnaie pour le jeu. Les cartes victoire qu'il va falloir amasser pour maximiser ses points et remporter la victoire. Et enfin les cartes actions, 10 piles au total, choisies parmi les 25 disponibles du jeu, qui vont provoquer des effets tous différents et générateurs de combos. Chaque joueur dispose d'exactement la même pioche de cartes de base et va en prélever 5 qui vont constituer son jeu. À son tour, le joueur va jouer 3 phases. La phase d'action qui va lui permettre de jouer les cartes actions de son jeu pour déclencher leurs effets, lui donnant la possibilité par exemple de réaliser des actions ou des achats supplémentaires. Ensuite, il va pouvoir acheter une ou plusieurs cartes, suivant les cartes actions tirées, grâce aux cartes trésors de son jeu. Il va alors les placer dans sa défausse
Elles ne seront donc pas disponibles tant que sa pioche n'est pas vidée. Enfin, la phase de nettoyage, où le joueur va défausser toutes ses cartes et piocher 5 nouvelles cartes de sa pioche pour le prochain tour. Si la pioche est vide, on mélange la défausse et on la transforme en une nouvelle pioche. Dès que 3 piles du marché sont vides, la partie s'arrête et le joueur qui a totalisé le plus de points de victoire parmi ses cartes l'emporte. Dominion, c'est un jeu de stratégie au matériel très épuré, dont la diversité des cartes va permettre une rejouabilité très importante et de nombreuses variations de stratégie. Si on ajoute à ça le grand nombre d'extensions sorties, avec chacune leur lot de nouvelles cartes actions et de nouvelles mécaniques, il y a de quoi occuper les régulars. Mon numéro 7, c'est les Châteaux de Bourgogne. Alors vous avez déjà entendu ça quelque part, c'est un jeu qui consiste à construire son royaume à partir de tuiles de terrain et à maximiser ses points de victoire. Sauf que contrairement à Acropolis, Carcassonne et autres King Domino, tout ça va demander un peu plus de réflexion et de planification. Le matériel des Châteaux de Bourgogne, c'est d'abord un plateau central qui met à disposition des tuiles de terrain et des marchandises rangées dans des entrepôts numérotés. C'est aussi un plateau individuel pour chaque joueur qui représente son domaine à développer. À chaque tour, le joueur commence par lancer 2 dés, puis il va exécuter 2 actions, une pour chaque dé, à choisir parmi 4. Récupérer une ressource du plateau central dans l'entrepôt ayant le même numéro que le dé, récupérer une tuile de sa zone de stockage interne pour la poser dans le domaine sur le numéro correspondant au dé et adjacent aux autres tuiles. Vendre les marchandises portant les mêmes numéros que le dé pour récupérer des points de victoire et de l'argent permettant d'acheter des tuiles supplémentaires. Ou tout simplement la récupération d'une tuile ouvrier qui va permettre de moduler le résultat des dés. Chaque pose de tuiles déclenche des effets selon son type. Si on complète une zone, ou encore mieux, toutes les zones de terrain du même type dans son domaine, on déclenche une avalanche de points de victoire. Au bout de 5 manches, la partie s'arrête, on compare ses points pour désigner le vainqueur. Dans les Châteaux de Bourgogne, malgré les dés, rien ne se joue au hasard. La réserve commune et les choix qu'on y fait vont permettre de contrecarrer l'adversaire. Et il y a tellement de conditions de scoring qu'il va falloir choisir sa stratégie, mais surtout savoir l'adapter. En gros, la vie de château pour un régular. Mon numéro 6, c'est Orléans, un ancêtre de 10 ans qui a démocratisé le concept de backbuilding, repris plus tard par les charlatans de Belcastel. Vous êtes le seigneur d'un domaine de la région d'Orléans qui va devoir se développer pour maximiser ses points de victoire. Le plateau principal du jeu représente une carte de la région, constituée de routes et de canaux reliant des villes entre elles et comportant des ressources. Chaque joueur a un plateau individuel qui comporte des actions réalisables par des combinaisons de partisans. Au début de chaque tour, le joueur va piocher des jetons partisans de son sac et les positionner sur son plateau de jeu pour activer des actions. La plupart des actions rapportent un jeton partisan qu'on va pouvoir rajouter à son sac pour maximiser les choix et les actions lors des futures manches. Ainsi qu'un bonus, le fermier blanc rapporte des ressources, le batelier bleu de l'argent, l'artisan marron des tuiles technologiques qui vont faciliter les actions lors des prochaines parties, le commerçant noir va débloquer de nouveaux emplacements d'actions, l'université grise va activer des multiplicateurs de points, et le chevalier rouge va permettre d'augmenter le nombre de jetons à piocher à chaque manche. D'autres actions vont permettre de récupérer des moines qui permettent de remplacer n'importe quel autre partisan, ou de parcourir les routes et les canaux en récupérant les ressources, ou bien de construire des guildes dans les villes. Au bout de 18 manches, toutes marquées par un événement particulier qui va conditionner la manche, on va compter ces points rapportés par l'argent, les ressources, les guildes construites, ainsi que d'autres bonus collectés au fil de la partie. Orléans, c'est pas très beau, et c'est pas exempt de quelques défauts, mais quelle richesse de jeu. Passer la surprise du tirage du sac, même si on l'influence par le recrutement de nouveaux partisans, il va falloir stratégiquement choisir ses actions pour faire progresser son moteur au bon rythme et maximiser la rentabilité des manches. Un parfum d'expert pour les régulars. Mon numéro 5, c'est Wingspan, jeu de tableau building basé sur une collection d'oiseaux d'Amérique et numéro 1 de mon calendrier de l'Avent 2023. Le but du jeu est de maximiser les points dans sa collection d'oiseaux. Le jeu se joue en 4 manches, de plus en plus courtes, donc de plus en plus tendues. À son tour, le joueur doit réaliser une action parmi 4. Poser une carte oiseau dans le biome correspondant en dépensant des ressources et ou des œufs. Piocher une carte oiseau pour pouvoir la poser plus tard. Pondre des œufs ou récupérer des ressources. Mais le twist dans Wingspan, c'est qu'à chaque fois qu'on va réaliser une de ces actions, on va aussi exécuter tous les pouvoirs des cartes oiseaux posées dans le biome, déclenchant ainsi des combos qui vont s'accélérer au fur et à mesure de la partie. En plus de ça, 2 types d'objectifs. Des objectifs secrets de fin de partie et des objectifs publics et compétitifs
de fin de manche. Ces objectifs vont orienter votre pose d'oiseau selon leur nom, leur envergure, leur nid ou leur alimentation. Au bout de 4 manches, on compte les points de sa collection d'oiseaux et rapportés par les objectifs. Celui qui a le plus de points est le vainqueur. Wingspan, c'est le premier jeu que je sors quand je veux augmenter le niveau ludique de mes amis réguliers. Trop mignon pour être un jeu expert, il rassemble malgré tout tous les dilemmes stratégiques du genre. Si les oiseaux ne vous font pas rêver, son cousin Wyrmspan et ses dragons élèvent le niveau de challenge encore plus loin de votre zone régulière. Mon numéro 4, c'est Terra Nova. C'est un jeu de développement de territoire sur un principe asymétrique. Chaque joueur va incarner une faction particulière avec des caractéristiques propres qui vont orienter une stratégie donnée. Le principe du jeu, posséder à la fin de la partie le plus grand territoire aménagé à la couleur de sa faction. Le plateau principal du jeu représente un territoire composé de plusieurs types de terrains qu'il va falloir d'abord terraformer selon sa faction pour pouvoir s'y développer. Le jeu se joue en 5 manches, le nombre de tours de chaque manche n'étant limité que par la capacité du joueur, selon ses ressources, à exécuter ses actions à raison de 1 par tour. Parmi ces actions, rendre habitable une tuile, y construire un bâtiment ou améliorer un bâtiment existant pour valoriser son terrain et augmenter ses revenus pour les prochaines manches, augmenter la navigation ou construire un pont pour développer sa portée d'expansion, ou bien exécuter des actions spéciales ou des actions de pouvoir. Si on ajoute à tout ça des tuiles bonus qu'il va falloir choisir entre chaque manche et des objectifs à remplir qui diffèrent à chaque manche, vous avez une idée de la richesse du jeu et de son usine à dilemmes. Terra Nova, c'est le petit frère initié des grands jeux experts que sont Terra Mystica, Edge of Innovation et Projet Gaia. Sans perdre du tout la richesse et la profondeur de ses aînés, il offre une marche plus abordable et moins escarpée au régular. Mon numéro 3 et numéro 1 dans mon cœur, c'est évidemment Veil of Eternity, un jeu de collection de cartes et de construction de moteurs dont je vous ai déjà parlé dans la Ludo en juin. Vous allez devoir apprivoiser et activer des créatures fantastiques pour être le premier à remporter 60 points avant la fin des 10 manches. En début de manche, tous les joueurs vont réserver successivement 2 cartes dans le marché selon un ordre établi. À son tour, le joueur va choisir d'apprivoiser ses cartes en les intégrant dans sa main ou de les vendre. L'argent possédé est limité à 4 pièces, quelle que soit leur valeur. Cet argent va servir à activer les cartes dans son arène en payant le prix demandé. La pose des cartes dans l'arène déclenche des effets instantanés et uniques à la pose. Elles peuvent conférer un pouvoir permanent pour le reste des manches et surtout fournir un effet périodique. À la fin de la manche, tous les joueurs vont activer les effets périodiques de toutes les cartes de leur arène. Qu'ils rapportent des points de victoire, de l'argent ou qu'ils libèrent un certain nombre de règles, c'est la combinaison de ces effets entre eux et la répétition des effets périodiques qui va construire le moteur de jeu et affoler le compteur au fil de la partie. Veil of Eternity, je vous l'ai déjà dit, c'est un concentré de stratégie en seulement 70 cartes. Autour d'un matériel hyper qualitatif, il va falloir adapter sa stratégie constamment au tirage de cartes, les points et la tension autour de la table s'accélérant au fil des manches. Décidément, mon précieux. Mon numéro 2, c'est le Château Blanc, un jeu de pose d'ouvriers dans le Japon féodal. Si vous suiviez la Ludo en février, vous connaissez déjà. Dans le Château Blanc, vous allez devoir poser vos partisans dans les endroits stratégiques du plateau qui représentent un palais japonais pour maximiser vos points de victoire. Les jardiniers devront investir les jardins, les courtisans devront peupler le palais en essayant d'atteindre les étages les plus hauts, et vous placerez vos samouraïs dans les camps d'entraînement. Vous aurez aussi intérêt à progresser sur la piste de réputation en haut du plateau. Et pour réussir tout ça, vous aurez besoin de ressources, de la nacre, de l'acier, de la nourriture, de l'argent et des sceaux. Que ce soit pour récupérer des ressources ou pour placer vos partisans, l'action unique du joueur à chaque tour sera de prélever un dé à l'extrémité d'un des 3 ponts et de le poser sur un emplacement d'action disponible pour déclencher les actions de la même couleur que le dé. La particularité de Château Blanc, c'est, outre que le matériel est hyper choupi, qu'il contient toutes les mécaniques d'un jeu expert, mais en seulement 3 manches de 3 tours. Et je peux vous dire que c'est suffisamment court pour être hyper frustrant, car vous ne pourrez pas explorer toutes les voies de scoring disponibles. Il va falloir choisir précisément sa stratégie et la planifier, d'autant que le plateau est complètement reconfigurable à chaque partie. Va falloir rester zen les régulars. Mon numéro 1 en termes de complexité, le plus expert des jeux régulars de ma Ludo, c'est les Charpentiers de la mer du Nord. Un jeu aux mécaniques multiples, du draft à la pose d'ouvriers en passant par la gestion de ressources. En tant que charpentier viking, vous allez construire des dracars
pour maximiser les points de victoire durant 5 manches. Pour ça, vous aurez besoin de ressources et d'artisans avec des compétences spécifiques. Chaque joueur démarre la partie avec un plateau personnel, des ressources, des ouvriers et 3 pouvoirs de base. En début de manche, les joueurs vont recevoir 6 cartes au terme d'une mécanique de draft qui va permettre d'influencer le choix de l'autre. La particularité du jeu, c'est que les cartes dans sa main servent à la fois de ressources en les défaussant ou de moyens en les activant. À son tour, le joueur va devoir dépenser ces 6 cartes soit en les défaussant pour récupérer des ressources, soit en les activant sur le plateau en les payant avec ses ressources. On peut recruter un artisan et ses compétences spécifiques nécessaires pour construire un bateau, construire un bâtiment qui va proposer un nouvel emplacement d'ouvriers, recruter un villageois pour récupérer des ressources ou booster ses bâtiments, recruter un jarl pour récupérer des points de victoire ou progresser sur les pistes d'influence, et enfin construire un bateau pour récupérer des points de victoire et activer des bonus. On peut et on doit aussi poser ses ouvriers sur les emplacements disponibles du plateau pour gagner des ressources ou de nouveaux ouvriers. À la fin de la manche, les meilleures positions sur les pistes d'influence rapportent un héros qui va booster votre partie. Le score de ces pistes d'influence permet également de récupérer des cartes à effet bonus ou d'améliorer les pouvoirs de son plateau. On est constamment sur une course à l'optimisation avec une construction efficace de moteur qui va accélérer la rentabilité des manches. Le choix et la gestion de sa main de 6 cartes à chaque manche est un vrai fumage de crâne, et on ne lâche jamais des yeux la progression de l'adversaire pour adapter sa stratégie. Attention les régulars, ça reste fun, mais c'est exigeant. Alors l'un des grands classiques des jeux initiés que je ne possède que dans ses versions plus casual ou duo, c'est Seven Wonders. C'est un jeu où vous allez développer votre civilisation en 3 âges et construire votre merveille à partir de cartes que vous récupérez sur un principe de draft, ce qui a fait la célébrité du jeu. Ces cartes, vous allez les jouer sous forme de moteur, puisqu'il faudra d'abord développer votre artisanat et vos mines pour produire les ressources qui seront nécessaires aux autres bâtiments et au scoring de fin de partie. En fait, même s'il garde l'étiquette initié, c'est tellement accessible que vous pouvez le proposer à des casual. Et en fait, c'est tellement riche et malin avec des parties qui sont relativement courtes que vous allez enchaîner les parties. Et surtout, c'est culte. Dans Clank, vous devez explorer les profondeurs d'un souterrain pour aller récupérer des artefacts. C'est grâce à des cartes de pouvoir que vous allez pouvoir acheter dans un marché que vous gérerez en deck building que vous allez pouvoir triompher des pièges, des monstres et d'autres dangers pour descendre de plus en plus bas là où les vraies richesses vous attendent. Mais attention, dans les profondeurs, un dragon sommeille. À chaque fois que vous progressez, les bruits que vous produisez ajoutent des clanks, des petits cubes en bois à votre couleur, dans le sac à dragon. Si par malheur quelqu'un réveille le dragon, il vous attaque et inflige des dégâts à tous les joueurs dont le clank est tiré du sac. Mais le véritable danger, c'est les autres. Dès qu'un joueur sort du souterrain, ça déclenche un compte à rebours pendant lequel le dragon va se déchaîner et au-delà duquel vous devrez absolument être sorti sous peine de perdre la partie. Clank, c'est super fun, c'est super malin et c'est à la fois stressant et excitant. Tellement bien que j'attends sous le pied du sapin la version Clank Catacombe où cette fois, vous construisez le souterrain au fur et à mesure grâce à des tuiles pour rendre les parties encore plus surprenantes. Et pour finir, je ne peux pas oublier de citer Nidavellir, un jeu où vous devez recruter l'armée de nains la plus puissante du royaume. Le jeu repose sur une mécanique de coin building. Ce n'est pas votre deck de cartes que vous allez enrichir au fur des parties pour le rendre de plus en plus puissant, mais bien votre stock de pièces grâce à un système d'échange astucieux. Ces pièces vont vous servir à poser vos enchères dans chacune des tavernes de recrutement pour être le premier à choisir le nain qui s'y trouve et à l'enrôler dans votre armée. Le jeu se joue en 2 âges avec des mécaniques strictement identiques, mais entre les 2 âges, la configuration provisoire de votre armée va vous rapporter des distinctions pour booster la seconde partie. À chaque fois que vous recrutez un nain de chaque classe, vous aurez aussi le support d'un héros et ses pouvoirs de badass. Si vous êtes connaisseur, je vous conseille d'opter pour la nouvelle édition de Nidavellir qui s'appelle simplement Nain et qui bénéficie des illustrations de la BD du même nom. Parmi les jeux de l'année, il y a Loot, avec 3 os s'il vous plaît. Un jeu de placement stratégique qui se passe au temps et au pays des Vikings. À chaque tour, vous allez devoir placer votre Viking sur le plateau commun pour récupérer des ressources que vous irez poser sur votre plateau personnel pour réaliser des objectifs et remporter des points de victoire. À la fin de chaque tour, vous pouvez aussi récupérer des nouveaux objectifs, mais attention, la place sur le plateau personnel est limitée et les objectifs non complétés vous rapportent des points négatifs. Autant vous serez seul avec vos problèmes d'agencement
sur votre plateau personnel, autant la conquête du plateau central va vous faire jouer des coudes avec vos adversaires. Loot, c'est tout mignon, mais c'est très riche en réflexion et en dilemme. J'ai eu la chance d'y jouer à l'alchimie du jeu, je me suis régalé et il ne devrait pas tarder à trôner derrière moi. Chronologique, c'est un jeu d'enquête et de déduction, pas comme les autres. Vous allez devoir retracer le parcours de personnages dans un opéra pour identifier le moment où un des personnages s'est retrouvé seul avec la victime, faisant de lui le coupable. À chaque tour, le joueur actif va pouvoir combiner des cartes entre elles selon un principe super malin de fenêtrage pour découvrir des informations soit publiques, soit uniquement réservées à ce joueur. Ces informations vont l'orienter pour savoir quel personnage se trouvait dans quelle pièce, à quel moment donné. Le jeu est compétitif et c'est le joueur qui découvrira l'assassin le premier qui l'emportera. Pour résumer, vous vous souvenez de Cluedo, ce pseudo-jeu d'enquête? Eh bien, on en a fait un vrai jeu de réflexion et déduction et ça s'appelle Chronologie. Dans les dernières nouveautés, je relèverai Diluvium. Diluvium, c'est un jeu de 4X qui regroupe exploration, expansion, exploitation et extermination, un peu comme le jeu vidéo Civilisation. Le 4X, c'est généralement un genre qui est réservé aux jeux experts, mais justement, Diluvium le démocratise, d'où sa présence dans cette sélection. Grâce à une roue de sélection d'action, vous allez pouvoir explorer des îles cachées ou visibles avec votre bateau, installer des colons sur les îles et leur faire explorer des ruines, récupérer des ressources pour développer votre civilisation, et bien sûr, aller attaquer vos adversaires ou les monstres locaux avec vos navires de guerre. Diluvium, c'est du très bon matériel et une sobriété efficace pour aborder le jeu 4X, tout en gardant une dimension stratégique pour régaler les régulars. Alors, vous la sentez la courbe de progression depuis les jeux no game? Alors on n'est pas encore dans le jeu expert, mais toutes les sensations sont déjà bien là. Les durées de partie qui se rallongent, la victoire qui se construit peu à peu, la goutte de sueur quand on n'a pas optimisé son tour et qu'on se demande si on va la rattraper d'ici la fin de la partie. Bon après, comme dirait le poète de Caen, l'important c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Parce qu'en fait, tout ce regain d'attention, d'implication, de réflexion, de stress même, va faire passer le temps de la partie à vitesse grand V et apporter du plaisir tout au long du jeu. Et en fait, au final, qui a gagné, c'est pas très important. Par contre, il faut que je fasse mon mea culpa. La 4e vidéo que je vous ai promise pour les jeux à 2 ne paraîtra pas avant Noël. J'ai un peu présumé de l'effort que représentait ce genre de petite gourmandise, et là j'ai vraiment besoin de profiter de la trêve des confiseurs et de me mettre en mode vacances. Alors attention, ce sera bien des vacances ludiques, avec toute ma famille qui est en train de débarquer pour des grands moments de jeu, entre la dinde et la bûche. Je vous souhaite donc de joyeuses fêtes, que vous pouvez passer à liker mes vidéos ou à vous abonner aux chaînes YouTube, Instagram ou TikTok. Joyeux Noël, à l'année prochaine et à ciao!